Il existe des visages qui, même des décennies plus tard, ont encore la mémoire collective, gravée dans l'imaginaire de millions de personnes. Mais que se passe-t-il lorsque l'actrice derrière l'une des plus grandes légendes du cinéma français, une femme adulée, enviée, mais souvent incomprise, décide enfin de briser le silence? Aujourd'hui, à 85 ans, Michel Mercier ne retient plus rien. Sa confession n'est ni bruyante ni amère, elle est calme, réfléchie, et pourtant, elle confirme ce que beaucoup ont toujours soupçonné. Derrière la gloire d'Angélique se cachait une vie de combats incessants. Entrons maintenant dans les coulisses de la célébrité et de la douleur, alors que la femme à jamais gravée dans nos mémoires sous les traits de la marquise des Anges livre enfin sa vérité. L'étoile qu'ils ont créée, de Nice à l'écran, via la danse. Née Jocelyne Yvonne Renée Mercier le jour de l'an 1939 à Nice, Michel Mercier voit le jour dans un univers de privilèges et d'attentes rigides. Fille aînée d'un pharmacien renommé, héritière d'une entreprise familiale établie dans la pharmacie et la cosmétique, son avenir semblait tout tracé, respectable, soigné, sans surprise. Mais dès l'enfance, Jocelyne ressentait le poids de ses attentes comme une cage. Son âme aspirait à toute autre chose, quelque chose de plus insaisissable, le mouvement, le rythme, le langage du corps. À seulement 8 ans, elle convainc ses parents de la laisser entrer à l'école de ballet de l'Opéra de Nice, devenant l'un des plus jeunes petits rats de la compagnie. Dans un monde gouverné par la précision et la discipline, elle s'épanouit, le studio devient son sanctuaire, chaque douleur la rapprochant d'un sentiment de but qu'elle ne pouvait expliquer. La danse n'est pas seulement une passion, c'est une forme de libération. À l'adolescence, son talent devient indéniable, mais ce don, au lieu d'être encouragé par sa famille, devient source de conflits. Son père, malgré son amour, reste insensible à ses rêves de tutu, ne voyant dans la danse qu'une distraction temporaire avant qu'elle ne reprenne les rênes de l'empire familial. Mais Jocelyne ne cède pas. À 17 ans, défiant les traditions et la volonté ferme de son père, elle quitte Nice pour Paris, un geste audacieux pour une jeune fille élevée dans le confort de la Côte d'Azur. Elle rejoint alors les célèbres ballets de Roland Petit, puis les ballets de la Tour Eiffel, s'immergeant dans un univers exigeant, grisant, parfois cruel. Chaque rôle la rapproche un peu plus de son rêve de devenir une véritable danseuse étoile. Puis vient le théâtre des Champs-Élysées, où elle danse dans Gosses de Paris sur une chorégraphie de Pierre Lacotte et une musique de Charles Aznavour. Ce devait être l'apogée, mais la compagnie fait faillite pour raisons financières, et en un instant, son avenir dans la danse s'effondre. Effondrée mais pas vaincue, elle change de voie. Elle étudie l'art dramatique avec Solange Sicard et passe même quelque temps à Londres, où elle élargit sa palette artistique. De retour à Nice pour les vacances de Noël 1956, le destin intervient lors d'une réunion de famille apparemment anodine. Elle rencontre le réalisateur Denis de la Patellière et le scénariste Michel Audiard. Ils recherchent une actrice pour un petit rôle clé dans leur prochain film, Retour de Manivelle, aux côtés des légendes Michel Morgan et Daniel Gélin. L'offre semble être un détour dans sa carrière artistique, non une destination. D'abord elle refuse, insistant « Je suis danseuse, pas une star de cinéma ». Mais son père, sentant peut-être l'ironie de sa propre obstination, l'incite à accepter « Au moins on te verra une fois à l'écran », dit-il. À contre-cœur, elle accepte. Il restait un dernier changement, son prénom. Jocelyne, estiment les réalisateurs, sonne trop démodé, trop lourd pour une affiche. On lui demande d'en choisir un autre. Elle choisit Michel, en hommage à sa petite sœur décédée du typhus à l'âge de 5 ans. Un hommage, mais aussi une renaissance. C'est ainsi que Michel Mercier entre en lumière. Elle ne se doutait pas qu'en quelques années à peine, le monde oublierait complètement Jocelyne Mercier pour ne plus jamais lâcher Angélique. Angélique, la bénédiction et la malédiction d'un rôle en or. Cela devait être une opportunité en or, le rôle qui allait lancer sa carrière à l'international. Brigitte Bardot avait refusé le rôle, Marina Vladi s'était désistée, alors les producteurs Francis Cone et Bernard Borderie ont parcouru l'Europe jusqu'à ce qu'ils trouvent Michel, en train de tourner en Italie avec Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Elle avait 25 ans, belle, expressive, comme le voulait le destin, disponible. Le processus de casting fut impitoyable, des dizaines d'essais à la caméra, d'exercices dramatiques, d'essayages de costumes. Mais Michel a tenu bon, elle voyait en Angélique quelque chose d'elle-même, et peut-être qu'Angélique voyait aussi quelque chose d'elle. Elle obtint le rôle de sa vie. Le succès fut immédiat. Angélique n'était pas simplement un film, c'était un phénomène culturel planétaire. Les femmes voulaient lui ressembler, les hommes l'adoraient, les médias étaient fascinés par ses crinolines, ses cheveux d'or, son audace. 5 films suivirent, le public était obsédé par la saga.
Le nom de Michel Mercier devint indissociable de celui d'Angélique. Mais tandis que le public tombait éperdument amoureux de la marquise des Anges, l'actrice qui l'incarnait commençait à se sentir étouffée. Le rôle qui lui avait apporté la gloire mondiale l'avait aussi enfermée dans une cage dorée. Les offres pour d'autres rôles se tarirent, les producteurs ne voyaient en elle que l'héroïne romantique, l'aventurière en crinoline. Et lorsqu'elle osait demander de meilleurs scénarios, un langage d'époque plus fidèle dans les dialogues, ou tout simplement une rémunération équitable pour un succès aussi colossal, elle était écartée, ignorée. Elle ne touchait que 50 000 francs par film, une somme dérisoire comparée aux millions que rapportait la saga. Finalement, elle refusa de tourner les 6e et 7e volets prévus de la saga. « J'ai tout essayé pour lui échapper », avoua-t-elle des années plus tard. Mais rien ne fonctionnait, Angélique me rattrapait toujours. Dans ces mots, il ne s'agissait pas de nostalgie, mais de résignation. Elle avait été enfermée dans un moule qu'elle n'avait pas choisi, et une fois durci, ce moule ne se briserait plus. Ce rôle qui était sa bénédiction devint aussi sa malédiction. La femme qui refusa de transiger, harcèlement et intégrité. Michel Mercier n'a jamais plié, ni face au rôle stéréotypé qu'on lui proposait, ni face aux règles tacites qu'imposait l'industrie. À une époque où les femmes du cinéma étaient censées respecter des codes silencieux, sourire, se soumettre et se taire, elle a choisi la rébellion. Et cette rébellion, courageuse, brute, souvent coûteuse, a façonné l'un des traits les plus marquants de sa vie. Aux yeux du monde, elle était une beauté éclatante, une sirène de l'écran, l'incarnation de toute une génération de fantasmes romantiques. Mais derrière les projecteurs, elle était aussi une femme qui avait survécu à d'innombrables tentatives de l'écraser. Bien avant que les conversations mondiales sur le harcèlement et l'exploitation ne prennent de l'ampleur, le mouvement #MeToo, Michel vivait déjà les dérives toxiques de l'industrie, et contrairement à beaucoup de ses consoeurs, elle n'a jamais fait semblant de ne pas les voir. « Je pourrais vous fournir une liste certifiée de noms », confia-t-elle un jour lors d'une interview, d'une voix calme et tranchante, des hommes qui m'ont tripoté, qui ont essayé de négocier des rôles avec leurs mains au lieu de contrats. Mais ça n'a jamais été loin, je ne les ai jamais laissés faire. Quand le mouvement #MeToo a commencé à exposer des décennies d'abus dans le monde du spectacle, Michel n'a pas été surprise, elle l'avait vécu, nommée et bien souvent repoussée avec une franchise qui déstabilisait ses agresseurs. L'un des épisodes les plus notoires de sa carrière a eu lieu en Italie, où elle était devenue une grande star du cinéma. Un magnate du cinéma italien, dont elle n'a jamais révélé le nom, lui a fait des avances indécentes en pleine négociation. Sans hésiter, Michel lui a craché au visage. La conséquence ? Toute une année sans aucune proposition de film en Italie, elle fut mise sur liste noire, non pas pour un scandale ou une faute professionnelle, mais pour le simple crime de ne pas s'être soumise. À Paris, l'histoire se répète. Un autre producteur célèbre, puissant, intouchable, tente la même chose. Michel n'hésite pas. Cette fois, elle lui donne un coup de pied bien placé là où ça fait mal. Il n'a jamais recommencé, se souvient-elle avec un sourire en coin. Mais derrière l'humour, il y a de la douleur, car une fois de plus, elle est punie pour s'être défendue. On la traite de difficile, instable, ingrate, des étiquettes discrètes mais efficaces pour lui fermer les portes dans un milieu où l'on valorisait plus l'obéissance que le talent. J'aurais pu tourner bien plus de films, reconnaît-elle plus tard, mais le prix était trop élevé. Je ne pouvais pas me regarder dans une glace si j'avais dit oui à ce genre d'humiliation. Tandis que d'autres acceptaient les règles tacites et enduraient en silence, Michel s'en allait. Elle ne recherchait pas la célébrité à n'importe quel prix, ce qu'elle voulait, c'était le respect, et elle refusait de troquer son intégrité contre de la visibilité. Ce refus de compromis a eu un coût. À peine entrée dans la quarantaine, les rôles se sont raréfiés. Malgré plus de 50 films à son actif, malgré sa maîtrise de plusieurs langues et des collaborations avec des légendes comme Jean Gabin ou Charlton Heston, elle se retrouve mise à l'écart par une industrie qui l'avait autrefois couverte de promesses étincelantes. Les producteurs ne l'appelaient plus, les scénarios n'arrivaient plus, les invitations au gala se faisaient rares. Mais même lorsque le monde semblait l'oublier, Michel n'a jamais exprimé de regret. « J'ai perdu des rôles, oui, mais j'ai gardé mon âme et je peux vivre avec ça », disait-elle dans une interview au début des années 2000. L'ironie, c'est que la force même qui l'a éloignée du système est aujourd'hui ce qui définit son héritage. Désormais, on ne se souvient plus seulement de sa beauté ou de son rôle légendaire d'Angélique. On se souvient d'elle comme d'une femme qui s'est battue, qui n'a pas plié, qui s'est levée quand il aurait été plus simple de se taire, une tempête dans un monde de chuchotements. Et aujourd'hui, dans ses années de maturité, elle observe une industrie qui commence lentement à comprendre la vérité qu'elle a toujours incarnée.
Le silence n'est pas une grâce, et la dignité n'est pas négociable. Amour, perte et trahison, la vie sentimentale aigre-douce. Pour toute la passion et la splendeur qui entouraient Michel Mercier à l'écran, sa vie en dehors des projecteurs n'a pas été faite de fins de contes de fées, mais d'une série de chagrins d'amour qui ont laissé des cicatrices plus profondes que tout ce qu'un film aurait pu révéler. Derrière les robes somptueuses et les illusions du cinéma se cachait une femme qui, encore et encore, cherchait l'amour et trouvait trop souvent la déception. L'un des premiers grands amours de sa vie fut le chanteur et poète énigmatique Gianni Esposito, dont l'intensité spirituelle la captiva à ses débuts dans la célébrité. Son attachement à Esposito fut si profond que lorsqu'un shah d'Iran, fraîchement divorcé de Soraya Esfandiari, la courtisa pour devenir son épouse, elle déclina. Le shah organisa un dîner privé à Rome et lui offrit des bijoux somptueux, une véritable rivière de diamants. Mais sa réponse fut aussi ferme que gracieuse, « Je ne peux pas imaginer un mariage sans amour », se souviendra-t-elle plus tard. Ce refus calme, né du principe et non du spectacle, marqua la façon dont elle aborderait toutes ses relations, le cœur avant tout. Sa première tentative de bonheur conjugal la vit épouser en 1961 André Smag, un assistant réalisateur français. Au début, tout semble parfait, un homme du même milieu capable de comprendre son univers. Mais quelques années plus tard, leur union s'effondre sous le poids de l'alcoolisme de Smag et de sa santé mentale déclinante. Ces crises fréquentes le conduisent à des internements psychiatriques, rendant le divorce pratiquement impossible en droit français à l'époque. Il faudra des années de bataille juridique et un accord financier important pour que Michel retrouve sa liberté, mais le prix émotionnel avait déjà été payé. Dans une seconde tentative de bonheur, elle épouse Claude Bourriaud, ancien pilote automobile devenu pharmacien puis conseiller politique. Le couple s'installe à Hollywood où Michel espère se réinventer, notamment en tant que productrice et non plus seulement actrice. Mais Hollywood se montre impitoyable et malgré sa notoriété en Europe, les portes restent closes. Après quelques années de désillusion, le mariage prend fin en 1979. De retour en Europe, Michel trouve un amour plus stable avec un homme d'affaires suisse à Genève. Elle s'installe avec lui et devient la belle-mère aimante de ses 2 fils, qu'elle élève comme les siens. Pour une fois, cela ressemble à une vraie famille. Mais au bout de 2 ans, le destin frappe à nouveau, il meurt d'un cancer, et comme il n'était pas marié, elle ne reçoit rien. Une fois encore, elle doit tout recommencer. Puis vient le prince, un aristocrate romain charmant qui l'emmène vivre une vie de privilège en Italie. L'histoire semble romanesque, mais au bout de 3 ans, il s'éloigne émotionnellement et physiquement. Lorsqu'elle comprend qu'il ne l'aime plus, elle fait ses valises et retourne à Paris, le cœur encore plus lourd. Mais rien ne la prépare à la trahison finale, celle qui la laissera non seulement brisée mais ruinée. En 1996, lors d'un événement mondain, elle fait la connaissance de René Leport, un homme de près de 20 ans son cadet. Élégant et persuasif, il lui propose de fonder une maison d'édition à Cannes, destinée à publier ses mémoires ainsi que les écrits de ses amies célébrités. Séduite et pleine d'espoir, Michel accepte. Elle ignore alors que Leport est un escroc aguerri, déjà interdit de gestion pour fraude. Une fois la société créée, il falsifie sa signature sur des chèques, détourne les fonds et siphonne au total plus de 400 000 € de ses comptes, la laissant ruinée. « J'étais ruinée, avoue-t-elle, j'ai dû vendre mes tableaux, mes meubles, et même les costumes que je portais en angélique. » Leport fuit la France et s'installe au Vietnam. En 2008, il est condamné par contumace à 18 mois de prison et une forte amende, mais le mandat d'arrêt reste en vigueur à ce jour. Malgré tout cela, Michel parle d'amour avec une ironie lucide. Elle n'a jamais eu d'enfant biologique, mais affirme avoir élevé 6 garçons, les enfants de ses anciens compagnons, qu'elle a aimés et éduqués. Et pourtant, selon ses mots, ils ont disparu de ma vie comme leur père. L'amour lui a offert l'extase, la déception, l'espoir et la perte. À travers tout cela, Michel Mercier a traversé les tempêtes avec grâce. Elle a aimé pleinement, fait confiance profondément, et même trahi, elle n'a jamais laissé l'amertume la consumeur. Dans le silence apaisé de ces dernières années, elle ne parle pas avec regret, mais avec une compréhension d'une vie vécue pleinement, même si douloureusement. Solitude, maladie et une dernière vérité apaisée. Dans le dernier chapitre de sa vie, Michel Mercier ne vit pas dans le regret, mais dans une forme de résolution paisible. Loin des caméras brûlantes et des tapis rouges qui ont jadis défini son existence, elle a trouvé refuge dans un appartement baigné de soleil surplombant la mer, niché dans les hauteurs de Cannes. C'est un coin de paix où le temps s'écoule lentement, où l'air est parfumé par les fleurs en pleine floraison et où les souvenirs planent comme des ombres sur les murs. Mais même dans ce décor idyllique, la vie ne l'a pas épargnée.
À 76 ans, Michel a dû affronter l'une de ses batailles les plus dures, une forme douloureuse et dangereuse de cancer de la peau. Diagnostiquée d'un mélanome, le plus agressif des cancers cutanés, elle a dû commencer un traitement éprouvant qui l'a laissée physiquement épuisée, tandis que le monde extérieur poursuivait sa course. Sa vie s'est réduite aux visites médicales, aux médicaments et à une stricte interdiction d'exposition au soleil, une ironie tragique pour une femme dont la vie avait jadis été inondée de lumière cinématographique. Cela semble impensable, confia-t-elle à France Dimanche, jusqu'à ce que cela vous arrive. Comme si le destin n'en avait pas fini avec elle, peu après le début de sa convalescence, elle fut victime d'un accident domestique qui bouleversera sa mobilité pour des années. Une simple chute chez elle, malgré le retrait de tous les tapis pour éviter justement ce genre d'accident, entraîne une fracture du pied. Après une hospitalisation et une opération, elle entame une longue période de rééducation, mais à peine remise, le sort s'acharne. Elle se casse l'autre pied lors d'une seconde chute. Je ne pouvais plus marcher du tout, se souvient-elle. J'ai été clouée au lit pendant des mois, totalement dépendante des autres. Durant cette période, elle doit aussi prendre une décision déchirante, se séparer de son chien adoré, un petit bichon qu'elle considérait comme son enfant. C'était comme mon fils, dit-elle les larmes aux yeux, mais j'étais trop faible pour m'en occuper et je savais qu'il méritait mieux. Le confier à quelqu'un d'autre, c'était comme s'arracher une partie de l'âme. Puis un nouveau coup dur, sa seule sœur décède, laissant Michel plus seul que jamais. Dans les interviews, elle décrit la sensation d'être entourée d'absence par les êtres chers disparus, les collègues envolés et une industrie qui l'avait oubliée. C'était comme si la tristesse arrivait de tous les côtés à la fois, dira-t-elle. En 2023, ses ennuis de santé continuent, et elle admet au Nice Matin que le mélanome est revenu, la poussant cette fois dans une quasi-totalité d'isolement, l'exposition au soleil étant devenue trop dangereuse. L'actrice qui illuminait chaque pièce devait désormais vivre dans l'ombre. Parfois, dit-elle avec une pointe de poésie douloureuse, je me sens comme un animal sauvage dans la forêt, caché de la lumière. Et pourtant, même dans cette solitude, elle n'a jamais sombré dans le désespoir. Certains pleurent en apprenant ce genre de nouvelles, moi non. Je me suis simplement dit, maintenant je fais ce que je veux. Sa force de caractère, endurcie par des décennies de trahison, de rejet et de renaissance, reste intacte. L'industrie peut l'avoir oublié, mais le public, lui, ne l'a jamais abandonné. La ville de Cannes a baptisé un jardin de 6 mètres carrés en son honneur. Des fans de toute l'Europe lui envoient encore lettres, photos, souvenirs. Brigitte Bardot, longtemps perçue comme sa rivale, lui adresse des mots tendres et le prince de Monaco prend de ses nouvelles, lui confiant un jour lors d'un dîner privé que sa mère la princesse Grèce adorait Angélique. Ces hommages, bien qu'arrivés tardivement, lui offrent une forme d'apaisement. Aujourd'hui, à 85 ans, Michel Mercier ne fuit plus la vérité qui l'a poursuivie pendant des décennies. Pendant des années, elle a tenté d'échapper à Angélique, ce personnage qui l'a rendue célèbre tout en l'enfermant dans une cage dorée. Elle a rejeté cette image, s'en est éloignée, en a ressenti les limites avec amertume. Mais aujourd'hui, depuis le calme de son refuge face à la mer, elle l'accepte enfin. « Je suis Angélique et Angélique, c'est moi », dit-elle. J'ai cessé de lui échapper. En l'admettant, elle ne se rend pas, elle reprend possession de son héritage, non comme une prisonnière de son image, mais comme son autrice. Conclusion, l'héritage d'une légende indomptable. Le temps finit toujours par rattraper les plus grandes étoiles, mais certaines légendes, elles, restent intactes. Michel Mercier s'est peut-être éloigné des caméras, mais la flamme dans son regard ne s'est jamais éteinte. Elle s'est battue, elle a perdu, elle a enduré, et au bout du compte, elle a dit sa vérité. Son parcours est un témoignage puissant de résilience, d'intégrité et de la force inébranlable d'une femme qui a refusé de se plier, même face aux plus grandes adversités. Quelle partie du parcours de Michel Mercier vous a le plus ému ou surpris? Était-ce son courage face à l'exploitation, ses peines de cœur, ou sa force face à la maladie? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines histoires méconnues des plus grandes icônes du cinéma mondial. Merci de nous avoir rejoints.